Shabada. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour partager avec nous ce hangout très spécial en direct du Salon de l'air et de l'espace du Bourget. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir le président du CNES, Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Bonsoir. Alors, depuis votre nomination en avril dernier, vous dévoilez peu à peu les grandes lignes de votre action et ce soir, c'est l'occasion de nous en dire un peu plus sur votre projet que vous avez appelé Ambition 2020. Ces derniers mois, les débats sont très animés, notamment sur Ariane 6. Quels sont les enjeux autour de ce programme européen? Quelles sont également les priorités pour la filière satellite? Quel est votre projet pour le CNES? Ce sont quelques-unes des questions que nous vous poserons dans quelques instants. Mais avant de vous donner la parole, je vais demander à chacun des blogueurs et journalistes présents de bien vouloir se présenter. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Alain Sirou. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Président. Je suis directeur de la rédaction de la revue Ciel et Espace et de la revue Macrocosme. Et évidemment passionné par l'activité spatiale et surtout par votre projet pour 2020. Bonsoir. Merci Alain. Brigitte Bailleul. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Président. Je suis juste une passionnée du spatial, donc j'ai un blog qui s'appelle Parmi les étoiles et je suis aussi très active sur Twitter et j'essaye de me déplacer sur les événements liés au spatial le plus possible. Donc voilà, très heureuse d'être là ce soir. Bien, bonsoir et on va essayer d'aller dans les étoiles. Merci. Ensuite, nous avons Kylian et Laurence du réseau social My Science Work, qui sont nos partenaires au même titre Ciel et Espace d'ailleurs aujourd'hui, et qui vont recueillir vos questions sur Twitter avec le hashtag CNEStalks. Bonjour Kylian. Bonjour. Bonjour. Et Laurence, si vous voulez dire un mot, si vous voulez vous présenter. Pourquoi pas, je suis... On m'entend ? Oui. Je suis journaliste scientifique pour My Science Work et très intéressée par tout ce qui touche à la science et à l'espace. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Olivier Sanguy. Oui, bonsoir à tous. Je suis le rédacteur en chef d'enjoyspace.com, qui est le site d'actualité spatiale de la Cité de l'Espace, le grand parc de l'aventure spatiale qui est à Toulouse et qui a d'ailleurs une Ariane 5 taille réelle dans son parc. Bonsoir. Merci beaucoup. Et puis, on finit avec Philippe Geoffroy. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Le Gall. Je suis donc Philippe Geoffroy. J'ai 57 ans. Je suis passionné d'espace depuis tout jeune. Et j'interviens ici un peu comme un citoyen intéressé par les sujets qui vont être discutés ce soir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bien, merci beaucoup. En tout cas, on a un beau panel assez représentatif, je trouve, aujourd'hui, de participants à ce hangout. Alors, n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à partager cette vidéo en direct. Vous pouvez utiliser les simples boutons de partage que vous trouvez sur le player. Voilà, vous pouvez l'intégrer à votre propre blog ou site et vous pourrez le revoir en replay. Jean-Yves Le Gall, pour commencer cette rencontre, je vous propose, pour que nos internautes fassent connaissance avec vous, qu'on revienne un petit peu très rapidement sur votre parcours. Vous avez commencé votre carrière spatiale grâce à une bourse au CNES. Vous y êtes revenu plus tard en tant que directeur général adjoint et vous en êtes maintenant le président. C'est en quelque sorte un retour aux sources. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous êtes revenu? Qu'est-ce que vous avez ressenti en prenant les rênes de l'établissement? Si vous voulez, quand j'ai été nommé président du CNES au début du mois d'avril, j'ai ressenti finalement deux catégories de sentiments. Le premier, bien sûr, un très grand honneur et je dirais un très grand bonheur parce que le CNES c'est quand même l'établissement public qui est le bras séculier de l'État français pour proposer et mettre en œuvre la politique spatiale. Donc on est dans les journaux que le président du CNES est le pilote de la politique spatiale, c'est peut-être un peu excessif, mais on voit bien ce que ça veut dire quand même. Donc ça, c'est la premier sentiment. Et puis, deuxième sentiment, comme vous l'avez dit, le CNES ne m'est pas étranger dans la mesure où, depuis que j'ai commencé ma carrière, en faisant d'ailleurs une thèse avec le bourse du CNES, que j'ai commencé en 1981, j'ai toujours gravité, pour prendre un terme de circonstance, dans l'orbite du CNES.
Et je me suis posé au CNES pendant 2 ans, de 96 à 98, où j'étais directeur général adjoint, mais 15 ans plus tard, les choses ont totalement changé parce qu'à cette époque, le CNES connaissait une triple crise, à la fois programmatique, budgétaire et technique. Et aujourd'hui, eh bien, on a une maison en ordre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, mais on a une maison en ordre et plutôt que d'éteindre des incendies, c'est laisse du temps pour faire autre chose, notamment de la stratégie, tant entendu qu'on est dans une période où il faut faire de la stratégie parce que le spatial, partout dans le monde, connaît une évolution, d'aucuns disent une révolution, et il faut s'y préparer, il faut peut-être anticiper parce que sinon on pourrait être distancé par d'autres puissances spatiales. Donc voilà ce que je ressens en arrivant au CNES. D'un côté, donc, une très grande joie, une très grande satisfaction à titre personnel, et de notre côté, une situation qui n'est pas celle que j'avais connue dans le passé, mais en bien. Merci beaucoup, Monsieur Le Gall. Si vous pouvez juste peut-être parler un tout petit peu plus fort parce qu'il y a beaucoup, Voilà. beaucoup. Là, ça va mieux aller. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, je crois qu'Alain avait une question à vous poser aussi sur votre rapport à l'espace. Oui, je pense que c'est aussi pour rester sur le côté personnel et un peu le passé. Vous aviez 10 ans que l'homme a marché sur la Lune, en tout cas Armstrong et Aldrin, juillet 69. Est-ce que ça a été votre premier contact avec le domaine spatial? Je dirais, est-ce qu'il y a quelque part un peu une vocation dans ce que vous faites aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a une vocation, mais je crois que les gens de ma génération, attendez. Je pense que vous avez le doigt sur le micro. Non, je dis, là ça va mieux? Oui, très bien. Je dis que les gens de ma génération, finalement, ont appris à lire en lisant l'histoire spatiale, parce que dans les années 60, c'était le sujet dont on parlait, et avec, à l'époque, une circulation de l'information qui n'a rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui. C'est l'époque où il y avait une chaîne de télévision, il n'y avait peu de journaux, Internet, les bouquets de programmes n'existaient pas. Et donc, de facto, on baignait là-dedans. Donc, d'une certaine façon, moi j'ai appris à lire, j'ai appris à vivre comme, je pense, tous les gens de ma génération, dans cette ambiance spatiale, un peu de course à la Lune, avec en toile de fond la guerre froide. Donc, ensuite, 50 ans sont passés et par chance, beaucoup de gens font autre chose. Et puis, il y a quelques-uns qui ont continué à faire du spatial, dont je fais partie. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup finalement, parce que c'est un tout petit secteur. Quand je dis par chance, c'est pas parce qu'il n'y a pas de compétition, c'est parce qu'il faut que les gens fassent des tas de choses. C'est ça qui fait, c'est la diversité que de le progrès. Voilà. Mais c'est vrai qu'à partir de là, je fais ensuite des études relativement classiques d'ingénieur, des études scientifiques. Mais c'est vrai que le spatial m'a intéressé. Et puis il y a eu, comme toujours dans une carrière, un mélange d'intérêt personnel, d'opportunités, de circonstances, de hasard. Et puis, bon, c'est comme ça qu'ensuite, on se retrouve à faire passer beaucoup de temps dans le domaine spatial, comme je l'ai fait au cours des dernières années. Alors, Olivier avait une question à vous poser. Olivier, ton micro. Olivier, je ne vous entends pas. Toujours pas. Olivier? Non. On t'entend pas, Olivier. Ah. Bon, on va passer éventuellement à une question suivante le temps qu'il nous rejoigne. Brigitte, éventuellement, vous aviez une question? Micro. Même chose. Puisqu'on parlait justement d'éducation d'école à l'instant, enfin d'apprendre à lire, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais je vois les enfants aujourd'hui à l'école où on parle pas tellement du spatial. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faudrait que les agences inspirent le goût du spatial aux enfants pour qu'ils aient envie d'étudier les sciences et de travailler dans le spatial, où on a une certaine excellence en France. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que le CNES a intention de faire pour ça, pour qu'il y ait des gens qui puissent aller dans les écoles pour en parler ou voilà, pour redonner envie aux enfants de s'intéresser au spatial, ce que vous avez eu la chance de vivre avec la conquête de la Lune. Oui, mais bon, je crois qu'il faut être réaliste. On ne marchera pas une deuxième fois sur la Lune pour la première fois. Ça s'est fait une fois et puis c'est tout. Donc
qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, ça ne m'étonne pas qu'on parle moins du spatial, même si quand même, lorsqu'on regarde de façon précise, j'ai été frappé de voir que, en termes d'audience, l'événement qui a fait le plus d'audience depuis justement le débarquement lunaire, c'est l'année dernière l'atterrissage de Curiosity sur Mars, qui a été regardé par pratiquement tous les citoyens du monde. Donc ça montre aussi qu'on parle de l'espace. Mais il faut voir qu'on est dans un contexte qui est très différent. Aujourd'hui, le spatial, c'est beaucoup moins une affaire de pionniers, c'est assez banalisé, vous avez des milliers de satellites qui tournent. Une vie sans satellite ne peut pas exister parce qu'immédiatement les télécommunications s'arrêtent, la météorologie s'arrête, la connaissance s'arrête, tout ce qui fait la vie au quotidien s'arrête. Donc ça montre à quel point le spatial est dans la vie quotidienne. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas en parler. Et de ce point de vue-là, le CNES fait beaucoup de choses. Nous formons des professeurs, nous rencontrons les élèves, nous parlons de l'espace. Ce genre d'émissions comme ce soir, de hangout comme ce soir, ne peut que contribuer à cela. Il faut continuer, mais moi je pense qu'on ne peut pas forcer les gens à s'intéresser à l'espace. Il faut que l'espace soit intéressant pour que les gens s'y intéressent par eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, je dois dire que les missions que nous avons dans nos cartons sont quand même particulièrement intéressantes. J'ai été frappé de voir l'année dernière à la conférence de Naples, au mois de novembre, quand le programme Ariane 6 a été porté sur ses fonds baptismaux, la quantité de curriculum vitae qui sont arrivés dans toutes les entités du spatial, de jeunes qui ont dit « je veux travailler sur Ariane 6 ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période extraordinaire parce qu'en gros, les 18 mois qui viennent, on est au moment de la conception d'Ariane 6. La conception d'un lanceur en Europe, ça arrive pas si souvent, ça arrive en gros tous les 25 ans. Moi, j'ai eu la chance, au début de ma carrière, de voir, parce que je n'étais pas acteur, bien sûr, la façon dont était conçu Ariane 5. Et je dois dire que là, en ce moment, je vis avec délice les moments de la conception d'Ariane 6, parce que je le répète, ça arrive depuis 25 ans, et donc ce n'est pas si fréquent. Alain avait une autre question sur les questions de communication. Oui, je pense que vous abordez un point qui est très important, qui est celui de la communication à destination du public, donc des contribuables. Est-ce que vous pensez qu'il faut mieux parler d'espace? Est-ce qu'il faut en parler différemment? Et je dirais aujourd'hui, quels sont les points qui, à votre avis, pour parler d'espace, doivent être pour je dirais pour le CNES, mais de façon générale, renforcés? Vous savez, la communication, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est un métier. Et je pense que si on veut faire de la communication, il faut avoir quelques données de base. Moi, j'ai toujours été frappé, je l'ai encore observé sur le salon du Bourget, que lorsqu'on veut intéresser quelqu'un à un sujet, il faut mettre dans ce sujet et dans la façon dont on communique quelque chose que la personne qu'on a en face de soi connaît. Un exemple, nous avons sur le pavillon du CNES des tas de réalisations extraordinaires, toutes plus excitantes les unes que les autres. Tous les politiques et les visiteurs qui passent devant regardent ça d'un œil poli, ça les intéresse, ils vont, ils viennent, mais sans plus. Maintenant, si vous mettez une photo de la ville, de la personne que vous invitez, une photo prise par Pléiade, ou quelque chose qui lui rappelle quelque chose qu'il connaît, eh bien immédiatement, il y a un intérêt beaucoup plus grand, parce que vous faites le pont entre le spatial est quelque chose qui est plus personnel. Et c'est ça qu'il faut faire. Et de ce point de vue-là, quand nous faisons les émissions L'espace dans ma ville, eh bien l'espace dans ma ville, il y a deux mots dans l'espace dans ma ville. Il y a l'espace et il y a la ville. Donc ça veut dire que nous allons parler d'espace, mais on raccroche cela à la ville dans laquelle nous sommes, ce qui veut dire qu'on montre des vues par satellite de telle ou telle ville, ce genre de choses. Et donc, à partir de là, eh bien, les gens s'y retrouvent. Et c'est très très bien. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut vraiment communiquer, être en quelque sorte un pont entre un univers que la personne que l'on veut sensibiliser connaît et l'univers spatial. On va voir si Olivier est à nouveau parmi nous, puisqu'il avait une question. Non, toujours pas.
Bon, il va se reconnecter et revenir parmi nous. Peut-être que ça marchera mieux. Je vais passer la parole à Philippe, qui avait notamment des questions plutôt d'ordre politique. Oui, bonjour Monsieur Le Gall. Si je me réfère au titre de Ambition 2020, quelle orientation pour la politique spatiale française, étant donné l'appartenance de notre pays à l'ESA, la politique spatiale peut-elle encore se définir dans un cadre strictement national? La France a-t-elle encore des projets importants en dehors des collaborations internationales? En d'autres termes, y a-t-il encore des projets essentiellement français? La réponse est oui et non. Oui, parce que, plutôt non, parce que c'est vrai que la plupart de nos projets se font dans le cadre de partenariats, et aujourd'hui, il y a très peu de projets uniquement franco-français. Oui, parce que quand vous êtes partenaire d'un partenariat, eh bien, vous avez le moyen de peser sur la politique. Et la France est le premier contributeur de l'ESA, et donc l'ESA est une agence, elle a des contributeurs, mais si l'ESA était une société, elle aurait des actionnaires, et la France serait le premier de ses actionnaires. Donc il faut exercer ce pouvoir, qui est un pouvoir que nous confère le budget que nous consacrons chaque année à l'ESA. Je rappelle qu'en 2013, il y en a quand même pour 800 millions d'euros, et il faut s'en servir pour influencer la politique et les programmes que conduit l'ESA. Et nous en avons un exemple aujourd'hui, on en a parlé à l'introduction, les débats sur l'avenir d'Ariane 6, eh bien, c'est la France qui quand même a posé de tout son poids pour la conférence de Naples au mois de novembre de l'année dernière. On engage les études de définition d'Ariane 6 et nous allons continuer à le faire. Donc on est dans cette situation de partenariat permanent. On est partenaire, mais ça nous donne des droits et des devoirs, et il ne faut se soustraire ni aux uns ni aux autres. Merci. Monsieur Le Gall, vous avez dit récemment dans une interview, l'Europe doit faire Ariane 6 ou disparaître. C'est très fort. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce que vous entendez par là? Quel serait le risque pour l'Europe spatiale si on ne faisait pas ce choix? Aujourd'hui, nous avons un lanceur Ariane 5 qui fonctionne de façon remarquable. Ariane Espace est le numéro 1 mondial depuis plusieurs années du marché de lancements commerciaux. Nous avons derrière nous 55 succès d'affilée. Je suis convaincu que ça va continuer. Mais nous parlons d'un horizon à 10 ans. Et d'un horizon à 10 ans, on voit bien que dans 10 ans, Ariane 5 ne sera plus dans le coup parce qu'elle sera pénalisée par le lancement double, par un coût qui sera excessif. Mais c'est normal parce que c'est un lanceur qui a été conçu au début des années 80. Donc c'est pour cela qu'il faut faire un nouveau lanceur, mieux adapté aux enjeux de la prochaine décennie. Quand je dis l'Europe doit faire Ariane 6 ou disparaître, ce que je dis, c'est que le choix, ce n'est pas Ariane 6 ou continuer Ariane 5, parce qu'Ariane 5, on sait que dans 10 ans, ça sera obsolète. Le choix, c'est de faire Ariane 6 ou disparaître, parce que si on ne fait pas Ariane 6, comme Ariane 5 sera obsolète, nous serons totalement en dehors du coup. Alors, c'est toujours un peu réducteur, bien sûr. Vous savez l'intérêt que j'ai porté lors des 12 années que j'ai passées à la tête d'Ariane Espace à vendre Ariane Espace, à vendre Ariane 5, pardon. On me faisait remarquer que j'ai signé plus de 150 contrats de lancement de satellites pour être lancé avec Ariane 5. Mais néanmoins, il faut toujours avoir un coup d'avance. Et il y a 10 ans, au début où j'étais chez Ariane Espace, le coup d'après, c'était Soyuz en Guyane et Vega. Nous les avons faits. Et nous nous félicitons aujourd'hui qu'il soit là. Eh bien aujourd'hui, le coup d'après, c'est Ariane 6. On va le faire. Et dans 10 ans, nous nous féliciterons qu'Ariane 6 soit là. Alors, en parlant d'Ariane 6, il est évidemment beaucoup question d'innovation. Je crois qu'Alain avait une question sur ce thème-là. Oui, vous en avez parlé de la conférence de presse que vous avez faite au Bourget. Qu'est-ce que signifie pour vous aujourd'hui le mot innovation ? Est-ce que c'est encore innover, entre guillemets, que de chercher à tout prix une réduction des coûts? Quel est le sens aujourd'hui du mot innovation pour vous? Le sens du mot innovation, ça veut dire trouver des solutions nouvelles pour répondre aux enjeux du moment. Et je vais être un peu provocateur, parfois innover, ça veut dire ne pas innover. Le cas d'Ariane 6, ça en est un bon exemple. Ariane 6 aujourd'hui
doit avoir une approche que je qualifie de cost-driven, c'est-à-dire qu'il faut innover pour que ce lanceur ait un coût de développement, une durée de développement et un coût d'exploitation qui soient les plus limités possibles, les plus contenus possibles. Ça, c'est innover. Ariane 5 a été technology driven. On voulait démontrer au monde émerveillé que l'Europe savait faire des lanceurs très sophistiqués. On l'a fait, ça marche, mais le résultat des courses, c'est que c'est quand même un lanceur qui coûte cher. C'était tout à fait acceptable lorsque ça a été lancé. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Donc, il faut toujours innover pour coller aux enjeux du moment. Et d'aucuns disent, oui, mais Ariane 6 va être un lanceur archi-classique, il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles. Mais je dirais peu importe, parce que si Ariane 6 peut être lancé 15 fois par an, parce qu'il y aura des clients qui auront 15 satellites à envoyer chaque année avec Ariane 6, eh bien ça va nous permettre d'augmenter notre part de marché. Et ça, pour moi, c'est de l'innovation. Alors, est-ce qu'Olivier est de retour parmi nous? Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? C'est bon. Voilà, c'est bon. Alors j'ai loupé un petit peu le débat, donc si ma question fait double emploi, ne pas hésiter à me le dire. J'ai l'impression qu'avec Ariane 6, oui, ça marche plus déjà? Si. Si, bon, ça va. J'ai l'impression qu'avec Ariane 6, on a abandonné la stratégie du lancement double en quelque sorte. Alors, en fait, nous on entend Olivier, mais Monsieur Le Gall apparemment pas. Alors Olivier, pose ta question et je vais la répéter. Oui, donc ma question c'était à propos d'Ariane 6. Si on regarde les spécifications d'Ariane 6, on a abandonné la stratégie du lancement double qui était celle d'Ariane 5. Donc je voulais savoir quelles étaient les raisons de ce changement et comment on allait adapter Ariane Espace à cette nouvelle politique de lancement. Donc la question d'Olivier, c'était de dire, avec Ariane 6, on est en train d'abandonner la stratégie de lancement double, et donc comment adapter l'industrie et Ariane Espace à ce changement? La stratégie d'Ariane 6, c'est en effet d'avoir un lanceur qui soit mieux adapté aux demandes du marché à l'horizon d'une dizaine d'années. Et ce marché, eh bien, c'est aussi bien le marché commercial avec des satellites qui ont une masse qui est difficilement prévisible aujourd'hui. On sait qu'elle sera entre 2 et 6 tonnes. Le marché gouvernemental qui concerne des satellites plutôt de l'ordre de 2 à 3 tonnes. Et donc, à partir de là, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que Ariane 6 devait être un lanceur monocharge. Alors, c'est vrai que Ariane Espace devra évoluer. Mais Ariane Espace a fait la même évolution il y a une dizaine d'années, quand on est passé d'Ariane 4, dont les derniers exemplaires avançaient uniquement de satellites de monocharge, à une Ariane 5 qui était bicharge. Aujourd'hui, les études économiques montrent qu'il est très difficile de rendre rentable, dans 10 ans, un très gros lanceur comme Ariane 5, parce que l'appairage des satellites sera de plus en plus difficile. Donc, c'est pour cela que nous avons fait le choix pour Ariane 6 d'un lanceur monocharge. Mais là aussi, il faudra innover pour bien comprendre les besoins du marché et pour être certain qu'Ariane 6 apportera la meilleure réponse possible. Philippe, vous aviez une question à partir d'Ariane 6 et en matière de vol habité, je crois. Oui, tout à fait. Mais avant d'aborder le problème des vols habités, je souhaitais demander à Monsieur Le Gall si l'Allemagne souhaitait réellement s'engager dans la voie Ariane 6, car je crois que pour l'instant, elle s'y avance assez prudemment. Et puis, donc, question annexe. Le fait de s'engager dans le choix Ariane 6 ne condamne-t-il pas toute ambition pour le vol spatial habité en Europe pour plusieurs décennies? Pour l'Allemagne, c'est tout le but du jeu d'arriver à faire partager notre vision des choses à nos partenaires allemands. Donc il y a un débat, mais vous savez, très souvent dans les conférences ministérielles européennes, il y a toujours une partie, je ne sais pas si on peut dire de bras de fer, mais en tous les cas de donnant-donnant entre la France et l'Allemagne. La France traîne souvent des pieds justement sur le vol habité, en d'autres termes, la participation à la Station spatiale internationale. L'Allemagne traîne toujours des pieds sur les lanceurs et in fine, on trouve toujours un accord, chacun faisant un pas vers l'autre. Je suis persuadé que d'ici la fin de l'année prochaine, on arrivera à trouver un accord comme cela avec nos amis allemands. Maintenant, sur le vol habité, c'est vrai que Ariane 5 pourrait peut-être mettre en orbite basse des charges plus grosses que ce que pourrait le faire Ariane 6.
Cela dit, aujourd'hui, il faut être raisonnable. L'Europe n'a pas les moyens de se payer du vol habité. Du vol habité, c'est des projets à plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et aujourd'hui, l'Europe n'a pas fait ses choix. Donc, à partir de là, je dirais, le fait qu'on puisse faire de vol habité avec un outil, finalement, a des conséquences assez limitées. D'autant plus que je suis persuadé qu'à un horizon de quelques années, de plus en plus, les robots vont prendre le pas sur les humains. Il n'y a qu'à voir ce que fait Curiosity déjà à la surface de Mars. Et vous observerez que depuis qu'on envoie des robots sur Mars, ça a commencé avec Sojourner, je crois que on l'avait lancé en quelque chose comme 97. Ensuite, il y a eu Spirit Opportunity. Et maintenant, il y a Curiosity avant Insight. Eh bien, ces robots font beaucoup mieux que ce que feraient des hommes à la surface de Mars, parce qu'en gros, c'est une tonne, donc ça nous fait une mission à 1 milliard de dollars. Vous voyez des hommes sur Mars, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Un robot peut rester très longtemps sur Mars. Spirit Opportunity était supposé fonctionner 3 mois, il fonctionne depuis 5 ans. Il n'y a aucune mission humaine partie pour 3 mois qui pourrait rester 5 ans. Donc, de plus en plus, il y aura des robots, et de ce point de vue-là, Ariane 6 est parfaitement adapté pour les lanceurs. Olivier avait une question par rapport à l'ATV. Oui, alors est-ce que cette fois-ci on m'entend bien? Ça marche, parfait. J'avais une question parce que le CNES est le premier contributeur du programme. Répéter, je n'entends toujours pas Olivier. Je vais répéter la question. Donc, en fait, c'est parce que le CNES est le premier contributeur du programme ATV et l'ATV va évoluer, va devenir en partie un module de service pour Orion. Donc, je voulais savoir comment ça allait changer le travail du CNES, si ça allait changer l'implication du CNES dans le programme ATV. Donc la question d'Olivier, c'était qu'on arrive à la fin du programme ATV qui doit évoluer, devenir un module de service pour Orion, et dans quelle mesure ceci va changer le travail des équipes du CNES? Mais c'est vrai que l'ATV aura été une belle aventure. Je vous rappelle les décisions sur l'ATV, la conférence de Toulouse en 1995, le premier lancement il y a maintenant je crois 3 ou 4 ans, donc en 2009-2010, et puis là donc un 4e ATV Albert Einstein que le Centre spatial de Toulouse a mis à poste, a amarré à la station samedi dernier, donc vous voyez c'est très récent, et nous avons encore un ATV à lancer l'année prochaine, en milieu d'année, puis ensuite l'ATV aura vécu, donc comme vous l'avez dit, à partir de l'ATV nous dérivons le module service de la capsule Orion, et donc ça sera une prochaine étape de coopération avec les États-Unis. Donc là aussi, ça évolue, mais je pense qu'il est très important pour l'Europe de pouvoir être partie prenante du programme Orion des États-Unis. Brigitte, une question peut-être? Oui, pour rebondir sur Orion, vous parliez de robots plutôt que d'hommes. Orion, c'est quand même une capsule habitée. Est-ce que vous donneriez des bonnes nouvelles à nous donner sur la mission de Thomas Pesquet, qui est astronaute de l'ESA, certes, mais astronaute français? Est-ce qu'on sait déjà ce qu'ils veulent faire? Thomas Pesquet volera dans les années qui viennent. Il est en train de s'entraîner en Europe, aux États-Unis, et je pense que l'ESA l'assignera sur une de ses missions à un horizon de 3 ans. D'accord. Pas plus d'informations, pas de scoop à nous donner aujourd'hui? Non, pas de scoop, je pense. Olivier avait encore une question sur les lanceurs lourds. Alors je vais répéter si le président ne vous entend pas. Voilà, avec Ariane 6, on aura un lanceur normalement un peu moins puissant qu'Ariane 5, à moins qu'il soit modulaire. Donc je voulais savoir, est-ce que l'Europe s'écarte des lanceurs lourds alors qu'il y a des projets aux États-Unis et en Russie de lanceurs lourds, voire très lourds? Donc la question d'Olivier, c'est est-ce que l'Europe s'écarte des projets de lanceurs lourds à la différence des États-Unis? Tout dépend de ce que vous appelez un lanceur lourd. Ariane 6, à mains égards, est un lanceur lourd. Maintenant, il est clair que c'est un lanceur moins lourd que le SLS, qui est le super lanceur que les États-Unis sont en train de développer. Cela dit, est-ce que le SLS ira jusqu'à son terme? Est-ce que le Falcon Heavy ira jusqu'à son terme? Ça, l'avenir nous le dira. Mais moi, je suis persuadé qu'avec Ariane 6, on pourra déjà faire 99% des choses qu'on pourrait faire avec un lanceur lourd. Donc, de ce point de vue encore, si on raisonne en termes de value for money, Ariane 6 est très très bien.
Alain a une question encore sur Ariane 6. Oui, toujours dans l'actualité par rapport à Ariane 6, que pensez-vous de ce qui est en train de se mettre en place sur le plan industriel aujourd'hui pour préparer Ariane 6? Est-ce que cette innovation dont vous parliez tout à l'heure va toucher aussi de façon très forte les partenaires industriels pour avoir un nouveau dessin industriel à horizon 2018-2020 et être capable de faire une production d'Ariane 6 telle que la définissent les ministres européens? Ouais, je crois qu'on va vers une évolution progressive de l'industrie. C'est très bien qu'il existe un projet comme Ariane 6 parce que ça donne un horizon, ça donne un point fixe, une sorte d'étoile. Et à partir de là, nous avons 10 ans pour structurer l'industrie. Je pense que c'est largement suffisant. Et je pense que beaucoup de techniciens et d'ingénieurs seront particulièrement satisfaits lorsqu'ils verront que là où on lançait 5 Ariane 5 par an, on aura la potentialité de lancer 15 Ariane 6 parce que Ariane 6 sera moins cher qu'Ariane 5 et in fine cela fera un plan de charge très supérieur à celui que procure aujourd'hui Ariane 5. L'objectif, c'est de faire Ariane 6 un très très grand succès commercial. C'est l'objectif de base. Et donc, c'est ce sur quoi nous travaillons. Et lorsque cet objectif sera atteint, et je suis persuadé que toute la communauté Ariane, qui parfois aujourd'hui peut peut-être avoir quelques doutes sur l'entrée de ce programme, lorsqu'il sera atteint, l'objectif, eh bien, toute la communauté Ariane sera ravie. Alors, peut-être une toute dernière question sur Ariane et après je vous propose qu'on aborde un petit peu les aspects de coopération. En matière d'accès autonome à l'espace, apparemment on n'a pas tous le même avis non plus en Europe. On parlait tout à l'heure des divergences avec d'autres pays, notamment l'Allemagne. Quel est votre sentiment à ce sujet-là? Je pense que là encore, il y a une tradition très forte en France de définir une politique spatiale autonome. Nos amis allemands sont parfois plutôt sur des modes coopératifs, mais l'expérience des 40 dernières années l'a montré, c'est lorsque la France et l'Allemagne sont ensemble que la France et l'Allemagne résolvent tous les problèmes. Et moi, depuis que je suis arrivé au CNES, je mets un point d'honneur à trouver un terrain d'entente avec mes amis allemands pour qu'on arrive à définir un programme conjoint, harmonieux, où chacun trouvera ce qu'il souhaite faire et contribuera à la mesure de ses moyens au programme de l'autre. Avant qu'on termine ce chapitre, est-ce que Laurence ou Kylian, vous avez une question et éventuellement des questions des internautes sur Twitter? Non, pas vraiment de questions, mais j'ai remarqué que les personnes étaient un petit peu tristes de comprendre que les robots allaient plutôt remplacer les hommes pour les voyages dans l'espace. Voilà. Une réaction peut-être? Je ne sais pas s'il faut dire que le robot a remplacé les hommes, mais aujourd'hui, heureusement qu'on a les robots, parce que Curiosity fait des choses extraordinaires sur Mars. Si on avait attendu d'envoyer des hommes pour faire ce genre de choses, je pense que personne dans ce blog, et pourtant il y a des gens très jeunes, n'aurait vu ce qui allait se passer. Parce que les hommes sur Mars, ça n'arrivera pas avant très longtemps. Aujourd'hui, le robot permet de faire des choses extraordinaires sur Mars, alors que pour envoyer des hommes sur Mars, il faudrait des dizaines de milliards d'euros et des dizaines d'années de recherche. De la même façon, sur la Lune, aujourd'hui, on fait des choses extraordinaires sur la Lune parce qu'on envoie des satellites pour orbite basse. Envoyer une mission lunaire, c'est beaucoup plus accessible qu'une mission martienne, mais là aussi, ça coûte très cher. Donc, il faut trouver un compromis. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on abandonne à jamais l'homme dans l'espace. Mais aujourd'hui, le robot permet de faire des choses plus rapidement que ce qu'on ferait avec des hommes. Alors justement, on va parler de Mars parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Olivier avait une question. Pose-la et je la répéterai parce que tu seras malgré tout dans la vidéo en VOD. D'accord. Donc bon, on sait que Curiosity emporte 2 instruments français qui sont d'ailleurs très importants, hein, grâce au CNES. Ensuite, il y a l'atterrisseur InSight qui emporte un autre instrument français, ça c'est pour le futur, mais je voulais savoir pour un futur plus lointain si cette collaboration NASA-CNES allait continuer ou est-ce que ça va plutôt être avec l'ESA?
Alors, question d'Olivier. Donc, aujourd'hui, sur Curiosity, il y a déjà 2 instruments français qui sont Chemcam et SAM. Il y a une contribution importante aussi sur l'atterrisseur InSight. Mais est-ce qu'au-delà, est-ce qu'il y a vocation à y avoir une coopération entre le CNES et la NASA à beaucoup plus long terme? La coopération avec le CNES et la NASA, elle existe depuis très longtemps. Nous avons des programmes qui sont en cours, certains dont on parle beaucoup, Chemcam et SAM sur Curiosity, d'autres dont on parle moins, mais la France a une tradition importante de coopération avec la NASA sur des modes bilatéraux ou sur des modes multilatéraux. Quand nous participons à la Station spatiale internationale avec l'ESA, eh bien nous avons une coopération avec la NASA, c'est évident. Quand nous participons à d'autres projets avec l'ESA aussi, nous avons une coopération avec la NASA. Donc la France, aujourd'hui, on a l'habitude de dire que c'est le premier partenaire étranger de la NASA. Je pense que c'est la réalité. D'ailleurs, à peine étais-je nommé, j'avais Charlie Bolden au téléphone qui m'expliquait quels étaient les projets de la NASA pour leur projet de capture d'astéroïdes et qui voulait m'en informer pour que la France, le cas échéant, puisse décider d'y participer. Donc nous avons une vraie coopération, une vraie tradition de coopération avec la NASA. J'entends bien la poursuivre. D'ailleurs, je dois aller lui rendre visite. Je vais le voir au Salon des Bourget, mais du fait de la procédure de séquestration aux États-Unis, il n'a pas été autorisé à venir en France. Donc je vais le voir la semaine prochaine. Philippe, vous aviez une question au sujet d'ExoMars. Oui, tout à fait. Après les nombreux et récents incidents sur leur lanceur et le fiasco retentissant de la mission Phobos-Grunt, la participation importante de la Russie au programme ExoMars n'entraîne-t-elle pas des risques non calculables? Nous avons développé ces dernières années, à travers le projet Soyuz en Guyane, une relation de confiance extrêmement fructueuse avec la Russie sur les lanceurs. Et en ce qui concerne ExoMars, nous appuierons sur cette relation de confiance sur les lanceurs pour nous assurer que les lanceurs qui seront utilisés pour envoyer vers Mars les différents éléments de la mission seront parfaitement capables de le faire. Donc je pense que le risque est mesuré. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés qu'a pu connaître le programme russe, mais nous sommes aussi tout à fait conscients des atouts que nous avons pour contourner ces difficultés. Question d'Olivier sur l'arbitrage des coopérations. Oui, je voulais savoir comment on arbitrait, si c'est plutôt une coopération NASA-CNES ou NASA-ESA. D'où est l'origine de l'arbitrage? C'est les compétences dans chaque pays, c'est budgétaire, géopolitique? Donc la question, comment est-ce qu'on arbitre une coopération plutôt entre la NASA et le CNES ou entre la NASA et l'ESA? Est-ce que ça repose davantage sur les compétences de chacun ou est-ce que ce sont plutôt des considérations politiques? Non, le CNES souhaite avoir une coopération diversifiée, c'est-à-dire avoir des programmes de coopération avec la plupart des puissances spatiales de la planète. Alors après, il y a 2 arbitrages comme d'habitude. Le premier est un arbitrage scientifique et technique, programmatique, pour savoir si ce qui est envisagé est intéressant. Et puis lorsque c'est intéressant, lorsqu'on décide qu'il faut y aller, et ensuite voir comment on peut y aller, c'est-à-dire un problème de moyens. Donc c'est ça les 2 arbitrages, c'est une sorte de mélange de technique, d'intérêt programmatique et de finances, mais in fine, l'expérience montre que nous avons réussi au fil des ans à mettre en place des coopérations d'importance avec la NASA, donc on a parlé de Curiosity, avec la Russie, je parle de Soyuz en Guyane, avec la Chine, nous avons Cardiospace, avec le Japon, nous avons une vraie coopération dans le domaine de la R&D, avec l'Inde, nous avons une avancée mégatropique et Sahara Baltica. Donc vous le voyez, un programme très complet de coopération avec la plupart des puissances spatiales de la planète. Alors justement, puisqu'on parle de toutes les coopérations, Alain a une question sur la Russie. Oui, tout de suite, je voulais juste d'abord réagir à ce que vous disiez de votre conversation avec M. Bolden. Est-ce que vous êtes, vous, favorable à une coopération pour l'exploration des astéroïdes? Et donc, la deuxième question par rapport à la Russie, c'est de savoir si vous êtes favorable, alors on parlait du programme martien, mais à coopérer sur le sujet qui préoccupe les Russes de façon importante aujourd'hui en termes d'exploration robotique, c'est-à-dire la Lune. Si vous voulez, bon, être favorable, ça ne veut pas dire grand-chose.
M. Bolden nous a proposé de rejoindre le projet martien et donc nous avons mis en place une task force pour regarder d'abord l'intérêt scientifique, le projet d'astéroïde, pour regarder d'abord l'intérêt scientifique, ensuite la faisabilité technique et puis in fine l'impact financier. Et donc, lorsque cette task force aura analysé ces trois critères, eh bien, on verra ce qu'il est recommandé de conduire comme coopération. Ensuite, sur la Russie, c'est vrai que les Russes ont envie de retourner sur la Lune aujourd'hui. Là aussi, nos scientifiques sont assez réservés parce que nos scientifiques considèrent qu'autant il y a des tas de choses à faire sur Mars, dans la mesure où par le passé, il y a eu de l'eau sur Mars et qui dit eau dit peut-être vie, autant on considère que la Lune est un astre mort et qu'il n'y a plus grand-chose à apprendre. Cela dit, c'est plus facile, c'est peut-être tout aussi spectaculaire pour le grand public d'aller se promener sur la Lune que d'aller se promener sur Mars. Dans tous les cas, c'est sur un autre monde et c'est plus rapide, donc, donc ceci est peut-être à l'origine de l'intérêt actuel des Russes pour la Lune. Quand on parle de coopération, qu'est-ce qu'on peut penser des puissances spatiales émergentes? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus à craindre que d'autres? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Vous savez, on a beaucoup parlé ces dernières années du risque potentiel, du danger potentiel, entre guillemets, que pouvaient constituer les émergents, que ce soit l'Inde, la Chine, le Brésil, et que ces pays, parce qu'ils ont une croissance extraordinaire, une ambition politique très grande, allaient venir tailler des croupières au vieux continent. L'expérience montre, et j'ai presque envie de dire malheureusement, qu'aujourd'hui ce sont nos amis américains qui taillent des croupières. Pourquoi? Parce qu'au cours des dernières années, ils ont largement investi dans l'innovation, soutenu par le gouvernement américain, parce qu'aujourd'hui, il y a un écosystème aux États-Unis qui est favorable au développement de l'innovation. Le coût de l'énergie est moins cher du fait de l'exploitation des gaz de schiste. Le coût de la main-d'œuvre est moins cher. D'ailleurs, ce que j'observe, c'est que il y a un certain nombre d'industriels américains, notamment dans le domaine, par exemple, de la construction aéronautique et même de la construction automobile, qui avaient délocalisé leurs usines au Mexique ou au Brésil, et qui sont en train de les rapatrier aux États-Unis. Donc aujourd'hui, eh bien, l'innovation, le financement de l'innovation, plus un écosystème favorable, fait que ce sont les États-Unis qui sont les plus grands compétiteurs. On le voit dans le domaine des lanceurs, on le voit dans le domaine des satellites. Donc là aussi, il faut rester extrêmement attentif à ce qui se passe par le monde afin de pouvoir toujours, comme je l'ai dit, avoir un coup d'avance. Philippe, vous vouliez laisser votre fils poser une question. Ah, attendez. Allez-y, allez-y. Il faut que vous remettiez votre micro, Philippe. On ne vous entend pas. Ah. On n'a pas de son. On ne vous entend pas, Philippe. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Alexandre. J'ai 11 ans. J'aurais une question à vous poser. Allez, vas-y. Est-ce que quand j'aurai l'âge, quand je serai grand, j'aurai la possibilité d'aller sur Mars? Alors, jolie question. Alors, tout dépend de ce que veut dire être grand. Si c'est quand tu auras 20 ans, la réponse est non. Si c'est quand tu auras 50 ans, la réponse est peut-être. Si c'est quand tu auras 100 ans, parce que je suis sûr que tu vivras 120 ans, du fait des progrès de la médecine, eh bien, dans 89 ans, la réponse est très probablement. Donc voilà. Donc je pense que plus on va vers le futur, plus la possibilité d'aller vers Mars augmente. Mais là aussi, il ne faut pas se voiler la face. La mission vers Mars, ça coûtera très cher. Moi, je suis persuadé que pour aller sur Mars, on ne pourra aller sur Mars qu'avec des vaisseaux spatiaux comme ceux qu'on voit dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est-à-dire une sorte de gigantesque station spatiale qui se met en route vers Mars, qui se met en orbite de Mars, avec des navettes qui vont et qui viennent. L'idée d'envoyer une capsule vers Mars, c'est-à-dire se mettre à 3 astronautes entassés pendant 30 mois dans le volume d'une Renault Twingo, j'ai un peu de mal à l'imaginer, je pense que ce n'est pas possible.
Mais donc, à un horizon de plusieurs dizaines d'années, on peut très bien imaginer des vaisseaux spatiaux de la taille de la station spatiale qui se mettent en route vers Mars avec plusieurs personnes à l'intérieur. Donc en résumé, c'est possible, mais il va falloir vivre très vieux et commencer tout de suite à travailler sur les vaisseaux du futur. Je pense que c'est possible, mais à un horizon très lointain. Très lointain. D'accord. Merci. Olivier avait une question sur l'émergence du New Space avec des entrepreneurs innovants. Est-ce que l'Europe peut créer aussi un climat qui serait favorable ? C'est la différence que nous avons avec les États-Unis, si vous voulez. Quand vous regardez les pays émergents, l'activité spatiale est pratiquement à 100% étatique. Quand vous regardez les États-Unis, l'activité spatiale est de plus en plus confiée au privé. Et quand vous regardez l'Europe, comme d'habitude, on est à mi-chemin. Mais il serait faux de penser qu'aux États-Unis, parce que c'est confié au privé, l'État ne met plus d'argent. L'État n'a jamais mis autant d'argent dans le spatial puisqu'il en met aujourd'hui aux États-Unis. Les modes d'intervention sont différents, mais l'activité spatiale est toujours soutenue. Et aujourd'hui, on voit des sociétés privées aux États-Unis, je ne vais pas faire la publicité ici, mais on voit des sociétés privées qui sont extrêmement innovantes, qui sont financées par l'État fédéral, mais qui néanmoins développent de l'innovation et grâce à ça, captent des parts de marché. Alain, peut-être une dernière question sur la coopération en matière de sciences. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, j'ai toujours un peu de mal à comprendre la différence entre coopération et compétition, surtout en matière scientifique. Quand on discute avec les scientifiques, on sait que la compétition est extrêmement importante pour avoir des budgets, pour être présent sur des satellites. Est-ce que vous en tenez compte de cela aussi ? Je n'ai rien entendu. D'accord. Ah. On a effectivement des petits problèmes de son. Moi, je n'entends pas tout non plus. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? C'est moyen. Sinon, écris ta question dans le chat et je vais la poser. Oui, la différence entre coopération et compétition. Voilà. Alors, en matière de science, la question d'Alain, c'est quelle est finalement la différence entre... est-ce que c'est un domaine de coopération ou est-ce que c'est plutôt un domaine de compétition ? Là encore, je dirais les deux. Il est clair que, eu égard au coût des programmes spatiaux, nombre de programmes se font en coopération. Mais ensuite, ils se font en compétition. Il y a un programme qui est en compétition avec un autre. Prenons un exemple très près de nous, CORO. CORO, c'est un programme du CNES, mais dans lequel nous avons attiré nos partenaires européens via le truchement de l'Agence spatiale européenne. Donc c'est un programme en coopération. Mais l'équipe scientifique de CORO était en compétition avec celle de Kepler, qui était un satellite américain dans lequel d'ailleurs participaient aussi des Européens. Donc les compétitions sur les programmes scientifiques se font projet contre projet, c'est-à-dire c'est un projet qui est en compétition avec un autre. Sur des sujets qui sont plus commerciaux ou plus de souveraineté, la compétition se fait d'État à État. Bien, il est 17h50, on se dirige doucement vers la fin de cette rencontre. Jean-Yves Le Gall, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire en un mot quel est votre meilleur souhait pour le CNES, quelle est votre ambition finalement pour la France à échéance de 2020 ? Bon, vous savez, l'ambition, elle est simple. C'est de continuer à faire la course en tête comme nous la faisons sur de nombreux domaines. Aujourd'hui, l'Europe, et quand je dis l'Europe, le CNES, la France est une partie de cette Europe, bien sûr, mais nous faisons la course en tête dans le domaine des lanceurs. Nous avons un programme scientifique qui est certainement le meilleur du monde. Nous sommes allés partout, sur Mars, sur Vénus, en orbite autour de la Lune, sur Titan. Nous allons l'année prochaine, au mois de novembre, poser l'atterrisseur Philae sur le noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc ça, ce sont les retombées de Rosetta que nous avions lancées en 2004. Donc nous sommes très en avance là-dessus. Dans le domaine des satellites, notre industrie est au meilleur niveau mondial. Donc un peu partout, nous faisons la course en tête. Il faut continuer à la faire. Alors, il faut adapter nos modes d'intervention.
parce que le monde change, parce qu'aujourd'hui, eh bien, comme je l'ai dit, il y a des sociétés extrêmement innovantes, en particulier aux États-Unis, qui n'existaient pas il y a 10 ans, avec de nouveaux modes d'intervention, parce que les émergents sont là, le programme spatial chinois n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Donc il faut que nous aussi, nous fassions évoluer nos modes d'intervention, et c'est tout le sens de ce programme Ambition 2020 que j'ai mis en place à mon arrivée au CNES, qui fédère tous les projets du CNES, mais qui les fédère en ayant présent à l'esprit 2 points. Le premier, de l'innovation, de l'innovation, de l'innovation, et de l'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément de l'innovation technologique, c'est de l'innovation dans les méthodes, dans les approches, dans les objectifs, dans les cahiers des charges, c'est cost-driven versus technology-driven, donc de l'innovation partout, et de l'innovation au service de l'emploi, parce que le spatial, c'est déjà un écosystème extrêmement important, 16 000 emplois en France, en Guyane, sur la base spatiale, nous en avons un peu plus de 1600 qui induisent 5 fois plus d'emplois induits, donc c'est vraiment quelque chose qui commence à peser très lourd, et il faut continuer, parce que c'est finalement cet espace que nous avons en héritage, eh bien, il faut le faire fructifier pour toujours faire la course en tête et toujours attirer plus de jeunes générations, parce qu'il faut préparer la relève. Alors, Alain avait une dernière question et je vais laisser le mot de la fin, je pense, à Brigitte qui avait une question un peu personnelle à vous poser. Alain. Oui, non, on s'est amusé il y a quelques années à jouer à un monde sans satellite. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas de satellite, la situation serait bien difficile. Je crois que M. Le Gall n'a pas entendu ta question, je vais la répéter. Donc, Alain disait qu'on a joué il y a quelques temps au CNES notamment à essayer de simuler un monde sans satellite. Aujourd'hui, sans satellite, ce serait effectivement bien difficile. Oui, sans satellite, ça n'existe pas. D'ailleurs, j'en veux pour mes exemple qu'il y a quelques années, on avait proposé à un président des États-Unis d'investir quelques milliards de dollars pour renouveler le programme de satellite météorologique de la NOAA. Et il avait tout simplement répondu, mais il n'y a pas lieu d'investir des milliards de dollars pour la météo, puisque tous les soirs, la télé donne la météo. L'anecdote, je crois, est vraie, mais elle n'est pas au désavantage du président des États-Unis. Elle est à l'avantage du spatial. Elle montre à quel point le spatial est banalisé, est devenu un élément, un chaînon essentiel de la vie quotidienne. Et finalement, c'est le plus beau succès dont nous pouvions rêver. Alors, Brigitte, le mot de la fin. Oui, alors c'est une question. Non, imaginons que la France ait son propre programme spatial, en plus de tout ce qui est fait avec l'ESA et les autres agences européennes. Vous, quelle serait votre mission, vraiment la mission de vos rêves, mais la vôtre, juste? La mission de mes rêves, c'est tout ce qui a trait à l'exploration. Je suis émerveillé par l'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan. Quand vous voyez les océans de méthane, les quelques photos qui ont été prises, on est dans les ouvrages de science-fiction. Vous relisez les ouvrages d'Arthur Clarke, des choses comme ça. Eh bien, The Dream is Alive, la réalité dépasse la fiction. Donc, on a fait Huygens sur Titan. J'attends depuis 10 ans, je l'ai lancé lorsque j'étais chez Arianespace en 2004, j'ai lancé Rosetta et j'attends depuis 2004 que Philae se pose sur le noyau de la comète, et ça donc c'est pour novembre de l'année prochaine. Et donc toutes les missions d'exploration sont extraordinaires. Donc pour moi, une émission, si j'avais carte blanche, ça serait de l'exploration. Alors ça peut être de l'exploration sur l'un des pôles de Mars, où on a mis en évidence de l'eau gelée, et donc aller faire un trou là-dedans, voir s'il y a des micro-organismes. Si on va plus loin, aller se poser sur les océans gelés d'Europe au large de Jupiter, aller sur Ganymède, l'exploration de façon générale. La Lune, c'est un peu près, on y est allé, c'est un astre où il n'y a pas beaucoup de choses à voir, mais aller sur des astres vivants, sur Vénus. Quand vous voyez quand même que ça bouge sur un autre monde, sur une autre planète, c'est absolument extraordinaire. Bien, mais écoutez, il me reste à tous vous remercier. Merci Jean-Yves Le Gall d'avoir pris le temps de cet échange avec nos internautes. Merci, et puis pour que ça bouge, eh bien rendez-vous donc
lundi soir, il y a un lancement de Soyuz en Guyane. On mettra en orbite des satellites au 3B. Au 3B, ça veut dire 11 heures Free-Billion. Ce sont les autres 3 milliards de personnes sur la planète qui ne sont pas connectées à Internet et que les satellites au 3B vont connecter, lancer à partir de Kourou en Guyane française avec Soyuz. Voilà, merci. Et donc, rendez-vous sur Internet lundi en fin d'après-midi. Merci. Merci et merci à tous les participants donc, qui ont bien voulu faire avec nous cette toute première expérience malgré le fait qu'on soit encore un tout petit peu balbutiant en la matière. Merci à My Science Work et à Ciel Espace qui ont été nos partenaires sur ce Hangout. Merci aux internautes qui ont interagi. La suite, c'est quoi? C'est dans les minutes qui viennent, vous allez pouvoir revoir et partager cette vidéo en replay. Et dès demain, je vous donne rendez-vous à 19 h pour un nouveau hangout sur l'apport du spatial en matière de catastrophes naturelles. Voilà. Merci à tous et surtout, restez connectés.